Hello, c'est Papillon, bienvenue dans mon nouveau podcast. Je commence aujourd'hui, c'est l'épisode pilote. J'ai pas encore de nom pour le podcast, donc j'ai décidé de passer à l'action pour pas trop réfléchir dans ma tête. J'ai mis la charrette avant les bœufs, mais c'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Ahmed, un bon ami à moi, donc je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas. Moi, c'est Ahmed, 28 ans. Je suis étudiant à l'Université de Genève en études africaines au Global Studies Institute et je travaille en tant que conseiller pour la mission permanente de la Somalie auprès des Nations Unies. À côté de ça, j'ai une petite vie dans l'associatif, dans le monde des organisations non gouvernementales et puis je fais plein de petits trucs et puis ça se passe bien, quoi. Ah, nice, jolie présentation. Du coup, pour vous faire un peu le contexte, avec Ahmed, on s'est rencontrés, je pense, avant le Covid 2019. Tu m'avais contacté sur LinkedIn, une plateforme que j'utilise pas du tout, qui me fait même un peu peur. Et je me suis dit, un gars qui a l'air un peu motivé, je me rappelle pas, mais tu as réussi à faire un premier message super catchy. Donc on s'est donné rendez-vous. Tu m'as demandé de t'apporter un Fanta bleu, je savais même pas ce que c'était comme boisson. Je me suis dit, qui c'est que je vais rencontrer comme artiste encore? Yes. Et on a parlé quoi, je pense 30 minutes directement. On s'était appelé, je crois, c'était Ouais, ça. On s'était donné rendez-vous dans le parc à Montbenon. C'est juste, en extérieur, juste, histoire ouais. qu'on puisse discuter. C'est clair. Dans un terrain neutre, je me suis dit, c'est pas mal. C'était neutre, c'est juste. Et puis, directement, bonne vibe entre nous. Et je pense que 2 semaines après, on était déjà en train de créer du contenu. C'est vrai. Vu que moi, je l'ai pas dit, mais je suis filmmaker. Et on a créé une plateforme, AfriMedia. On veut créer du contenu pour l'Afrique. Et on a commencé en le faisant, en faisant des vidéos en Somalie. Donc, Somalie, c'est la langue qui est parlée en Somalie. Tu es somalien. Et c'était pas mal. On a commencé à faire du contenu avec ce qu'on avait sous la main. Donc, on a pris des voitures, on allait skier. D'ailleurs, le ski, c'était assez drôle. Hein. C'était cool. C'est vrai. C'était une belle expérience. C'était au Glacier 3000. Exactement, si je me trompe pas, c'était vraiment stylé de devoir faire un petit peu de vidéo, de skier. C'était pro, c'était fun, c'était nice. Je me rappelle en particulier une scène où je te filmais sur un télésiège quand on remontait. Moi, je comprends pas le Somalie, donc j'avais aucune idée de ce que tu disais. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'imagine quelqu'un qui est en Somalie, qui voit quelqu'un parler en Somalie, mais qui est en Suisse et qui est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est des bâtons de ski, qu'est-ce que c'est du slalom, des virages. Dans un décor que certains ont jamais vu, de la neige. Pour des gens qui n'avaient jamais vu de la neige, donc ça devait être assez... ou qui n'ont jamais vu, en tout cas, un Somalien sur des skis. Exactement. Quoi. Ça me fait penser à Rasta Rocket, les Jamaïcains qui font du bobsleigh. Ça crée de la conversation avec des gens qui m'ont écrit sur... on avait le média qui existe toujours, AfriMedia, sur TikTok, beaucoup de personnes qui ont écrit, qui ont donné de l'énergie et puis qui étaient vraiment étonnées de la qualité de ton travail. Et puis, on va mettre un lien dans la vidéo. Grave. En description, en haut, en bas, je sais pas où, mais montrer un lien, comme ça les gens pourront aller voir la chaîne, quoi. Cette chaîne. Donc voilà, ça c'est comment on s'est rencontrés, on a vraiment passé un été, on a travaillé les deux ensemble. On avait un peu de temps libre. Après, on s'est un peu pas perdu de vue, mais on est tous les deux très occupés. Et finalement, là, on se retrouve pour faire ce podcast. Je trouve ça vachement cool. Donc voilà, moi, je sais que tu es très actif, tu l'as dit, dans ce qui est ONG, associatif. Et je sais que tu as une association qui s'appelle Jeunesse Cool. Donc, je vais te demander d'en parler un peu plus. En fait, Jeunesse Cool, c'est une association de soutien scolaire à but non lucratif. C'est un centre d'études, en réalité, qui aujourd'hui accueille... plus d'une centaine d'élèves. Le but est de dispenser des cours de maths, de français, d'histoire, de géo à des personnes principalement issues de l'immigration. Et je fais référence à mon quartier où j'ai grandi, à la Bourdonnette, où l'initiative a vu le jour. La Bourdonnette, ça se trouve dans quelle ville ? À Lausanne. C'est à Lausanne, donc du coup, c'est un quartier au sud de la ville de Lausanne, pas loin du lac. Et puis, d'ailleurs, collé à l'université, mais entre l'université et puis le quartier, il n'y a pas vraiment de relation, il n'y a pas activité. Et puis, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où les personnes qui vivent dans ce quartier sont principalement issues de l'immigration. Et on était juste, je sais pas, moi, de mes potes, on devait être 4 ou 3 à être allés à l'université. Puis j'ai grandi avec une 50aine de potes et je trouvais que c'était quand même... ça avait lieu de se poser des questions de pourquoi nous, quartier populaire, on n'a pas un cerveau qui est moins fonctionnel que d'autres. Pourquoi les gens des quartiers populaires ne vont pas à l'université. Et puis c'est de là où est née cette association. Et puis on aide des personnes issues de l'immigration à intégrer des hautes études universitaires, à intégrer la VP, qui est la voie pré-gymnasiale, et à intégrer le gymnase. Donc on a ces 3 catégories d'étudiants, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait le but de l'association. On a lancé ça au casse-pipe
en 2018, il y avait 3 élèves qui se couraient après, et puis de propos en propos, de parents en parents, et ben on a fait grandir cette association, et puis du coup on est aujourd'hui 9 bénévoles qui travaillent dans cette association. Moi je suis le directeur et président de l'association. Et puis l'idée c'est d'ouvrir à Genève, d'ouvrir à Fribourg, à Neuchâtel dans les années qui suivent. Et puis on est vraiment très proche de ces objectifs-là et devenir leader de l'association en termes de soutien scolaire. Ok, donc c'est bien, je vois que tu as déjà une vision pour l'avenir, comment tu peux scale up cette association. Et exactement comment ça se passe en fait? Vous donnez un cours, un appui sur ce qui est donné comme matière à l'école, vous apprenez quelque chose qui est en plus pour ajouter, pour avoir une valeur ajoutée comparée aux autres élèves, si je peux dire. C'est quelle approche exactement vous? En fait, il y a différentes approches. La première, c'est de donner des cours qui nous appartiennent, que nous on a créés. Comment apprendre à apprendre, comment apprendre à s'organiser, comment apprendre à gérer son stress, comment apprendre à réviser. Donc beaucoup de méthodologie parce que c'est vrai que les révisions, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on sait faire si on n'apprend pas. En fait, les parents ils disent souvent à leurs enfants, il faut que tu ailles réviser, il faut que tu ailles apprendre, mais pour la grande majorité d'entre eux, ils ont déjà pas de bureau dans leur chambre. Ils sont 3 à dormir dans la même chambre, donc du coup, il y en a un qui est en train de regarder TikTok dans le coin de la chambre, un autre qui est en train de jouer à la play, et puis l'autre qui doit apprendre son vocabulaire d'allemand. Ça aide pas à se concentrer. Du coup, ça aide pas à se concentrer. Du coup, on apprend aux jeunes que déjà, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir apprendre, et surtout mémoriser. Donc, du coup, ça, c'est les cours que nous, on donne. Après, bien évidemment, on les aide dans leur TS, c'est les travaux significatifs, les travaux assimilés. Donc, on leur aide dans leurs examens. On va leur donner des outils pour pouvoir apprendre leur matière. Et puis, on va aussi faire des conférences. On va inviter des personnalités politiques, des entrepreneurs, des personnes qui sont dans différentes facultés pour qu'ils puissent parler de leur expérience dans leur cursus scolaire et académique. Et puis, donc, du coup, ils voient des personnes également issues de l'immigration qui n'ont pas l'habitude de voir, mais qui excellent dans leur domaine, des chercheurs, des doctorants, et puis qui leur ressemblent. Ça peut être des Sénégalais, ça peut être des Kosovars, ça peut être de tout en fait. Et puis du coup, ça permet de s'imaginer et puis de se projeter quand on est jeune, quand on a 13 ans, de voir des personnes qui nous ressemblent, qui ont réussi, et ça donne de l'espoir. Et rien que ça, ça permet de faire la différence dans leur mindset. Magnifique, très belle mission. Et tu dis que tu veux t'agrandir, ouvrir d'autres, j'allais dire succursales, mais on ne parle pas de magasins. Donc, tu veux avoir d'autres centres dans d'autres villes de Suisse et tu veux garder le même concept, toujours pouvoir apporter un soutien aux gens issus de l'immigration qui sont moins représentés dans les écoles supérieures. Ça, ce concept veut rester dans Jeunesse Cult, dans toutes les autres villes. Exactement. En fait, un des grands problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent et malheureusement, on n'a pas assez de place pour tout le monde parce qu'on souffre actuellement de notre succès et donc du coup il y a des gens de Genève qui nous appellent, il y a des gens de Morges qui nous appellent, il y a des gens de Fribourg, de Neuchâtel qui nous appellent parce qu'ils voient ce qu'on fait et puis Elle a quelle taille la liste d'attente? Parce que quand les gens t'appellent, tu vas pas leur dire non c'est mort. Je pense que tu on a prends une le contact et tu dis. Aujourd'hui on a plus de 150 personnes en liste d'attente. Donc c'est un des plus grands défis qu'on a dans notre association, c'est qu'on peut pas se décupler, on peut pas moi je travaille pour la mission permanente, je suis aussi enseignant dans le collège du Belvédère, remplaçant, je fais mon rapport de stage actuellement parce que je suis en train de j'ai rendu hier mon rapport de stage, je finis mon mémoire là tout soudainement. Donc tu es à l'école et tu donnes des cours pour des gens qui sont à l'école. Et puis, à côté, on la boucle, quoi. Et puis, du coup, entre mon rapport de stage, la mission permanente, mon job en tant que... je fais plein de trucs. Et puis, du coup, ça permet de pouvoir aider. Et puis, surtout, de dispenser des cours. C'est aussi... c'est les soirs que je donne. Ouais. Et puis, on est plusieurs à donner. Et puis, d'ailleurs, je remercie toute l'association Jeunesse School qui nous écoute, quoi. Magnifique. Puis, Genève, c'est le prochain step parce que... c'était la suite logique pour nous, c'est toujours dans la francophonie et puis on s'est dit que j'ai ma sœur qui habite là-bas et d'ailleurs j'ai des personnes qui viennent de Genève à Jeunesse School à Lausanne. D'accord, donc des gens qui habitent à Genève, qui sont scolarisés à Genève et qui viennent à Lausanne pour profiter des cours. Magnifique. Exactement. Et donc on s'est dit qu'on allait ouvrir là-bas. Du coup, pour ouvrir, il faut que tu puisses avoir un local avec un peu une salle de classe ou quelque chose qui s'en rapproche
pour pouvoir accueillir, je sais pas, X nombre d'élèves par... Bah, il nous faut des locaux, il faut des locaux qui soient disponibles, il faut des locaux qui soient équipés, il faut des locaux qui soient sécurisés, il faut des toilettes qui soient conformes aux normes. Enfin, il faut plein de trucs. C'est pas du tout une tâche facile. Il faut aussi qu'on sache se connaître parce que du coup, on n'a pas un public ultra éclairé sur nos activités. Mais pour ça, vous avez le bouche-oreille, vous avez aussi des réseaux, des plateformes, vous communiquez de différentes manières. On communique sur Facebook, sur Instagram, on fait du Facebook Ads, du Google Ads. Enfin, on essaie de se mettre à la page quoi, technologique. Et puis le marketing, je sais que ça fonctionne. Et puis, on tente quoi. On n'est pas les meilleurs, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais dans la com, vous visez les parents, parce que c'est les parents qui vont se dire « Ah, il existe un système pour aider mes enfants ». C'est pas des enfants de 13 ans qui vont être sur TikTok, qui vont se dire « Ah tiens, il y a des cours, je vais m'inscrire ». Tout à fait. C'est les parents, les jeunes. Par contre, attention, c'est important de le souligner, il y a énormément d'enfants, d'étudiants, des écoliers qui ressentent le besoin et qui nous suivent via les réseaux sociaux et qui sont venus indépendamment de leurs parents. Et qu'ils ont demandé, papa, maman, il y a telle association qui existe, tous mes potes, ils ont des bonnes notes maintenant, ils commencent à mieux comprendre les cours, j'ai pas envie de louper le train, est-ce que tu peux m'inscrire? Et puis donc du coup, c'est eux qui viennent, et puis ça crée de l'énergie, puis les parents, ça leur plaît, que ce soit... Exactement, si ça vient de l'enfant, c'est lui qui a envie. Ils sont pas contraints. L'impulsion est différente, exactement. C'est pas une punition de venir. Ok, magnifique. Du coup, toi, tu aurais voulu avoir quelque chose comme ça quand tu étais jeune? C'était un manque vraiment que j'avais. C'était un manque parce que moi, je viens d'une fratrie, on est 6 frères et sœurs. Et on est 2 à avoir fait l'université. Je sais pas si tu lis du Bourdieu ou du Durkheim, mais en fait, c'est des auteurs qui vont te parler de la reproduction sociale. C'est un concept en fait qui va juste expliquer que, comment dire, que les personnes... les docteurs, les professeurs d'université, leurs enfants, ils seront beaucoup plus enclins à faire des études universitaires. Et au contraire, si tu as des personnes issues de l'immigration où leurs parents ils travaillent, je sais pas, mon père il travaille dans la plonge, tu as plus de probabilité de reproduire socialement tes parents, quoi, ce que tes parents font. Et c'est dur à dire, mais les aigles ne font pas des pigeons. Mais c'est un petit peu ça. Et puis en Suisse, c'est ultra, c'est très saillant en fait ce concept-là. C'est que il y a des études qui prouvent que plus t'es issu, plus t'as un capital culturel, économique et social qui est pas élevé, moins t'aurais de la chance de pouvoir te retrouver à l'université. Et c'est un petit peu ça qui est dur parce que, bien évidemment, en Suisse, tu as des ponts qui te permettent ou des ascenseurs sociaux qui te permettent de pouvoir, avec des passerelles notamment, de pouvoir refaire l'université. Mais il faut le connaître. Il faut que les parents soient éclairés, qu'ils connaissent le système scolaire. Ma mère, elle avait aucune idée de ce que ça voulait dire d'avoir 15 points pour pouvoir aller en VG ou en VSB, etc. Et puis, du coup, si tu as des parents qui ne connaissent pas le système scolaire, qui ne connaissent pas les processus et procédures, qui ne savent pas qu'ils peuvent de temps à autre aller demander un demi-point parce que, il s'est passé... Ça manque, puis ça peut aider exactement. À passer une catégorie au-dessus. Si tu as des parents qui connaissent pas le système, j'ai envie de te dire, tu es en train de tirer une charrette, quoi. Mais est-ce que dans Jeunesse School, vous faites aussi un apport de ce côté-là? Oui. Est-ce que vous donnez aussi des informations aux parents qui, eux, ne savent pas comment ils pourraient aider leur enfant? Ça nous arrive de faire même des lettres de motivation pour les élèves, d'aider les parents pour demander des changements de niveau, tu vois, de passer du niveau 1 au niveau 2 dans une branche. On fait énormément d'administratifs et puis en fait on est une association qui fait presque du 360, qui fait même de la médiation entre parents et enfants. Ils n'arrivent plus à communiquer sainement pour pouvoir réussir les objectifs scolaires de l'enfant. Les deux ont les mêmes objectifs. En général, l'enfant veut réussir et les parents veulent que l'enfant réussisse. Mais par contre, les méthodologies qui sont proposées par les parents et ce que l'enfant propose, elles sont contraires, quoi. Et puis, du coup, ça crée des frictions, ça crée des conflits. Et puis, nous, ça nous arrive de faire de la médiation entre parents et élèves. Ça nous arrive également de prévenir certaines problématiques. Les parents, on est très connectés avec les parents, avec le système scolaire et les enfants. Donc, c'est une trilatérale qui existe. Donc, on fait vraiment beaucoup de social. On accompagne les parents dans leurs différentes demandes. On accompagne les élèves dans leurs différentes demandes. On ne fait pas que de l'enseignement. C'est vraiment une association 360. Là, je comprends que c'est très porté sur l'humain, en fait, vu qu'il y a du relationnel, de l'éducation. Et j'avais une question. On parle beaucoup de
AI aujourd'hui, intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT, qui est un peu l'AI à la mode dont tout le monde parle. Est-ce que tu penses que dans un avenir, quelqu'un pourrait créer une plateforme où on a une intelligence artificielle qui est spécialement formatée pour accompagner les élèves et carrément pour faire de la médiation entre enfants et parents? Est-ce que c'est un truc que tu te dis, ouais, j'ai peur que ça devienne obsolète ce que je fais, ou pas du tout, parce que finalement, vous êtes tellement tourné vers l'humain qu'une machine ne peut pas faire ça? En fait, la question, il faut la prendre dans deux dimensions, je pense. Dans l'aspect technologique, la technologie, elle est, on l'a vu avec le Covid, a pris une place prépondérante dans l'éducation. Aujourd'hui, il y a des cours qui sont dispensés via Zoom, qui sont dispensés via beaucoup de plateformes en ligne. Et donc, du coup, ça permet aux étudiants et étudiantes de ne plus se déplacer et de pouvoir quand même jouir de certains services. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est à double tranchant. Je pense que c'est déjà inévitable. Je pense que c'est inévitable que ça s'imprègne dans notre mode de vie. Comme Wikipédia, dans les années où c'est arrivé, on se disait non, c'est une catastrophe. Mais je pense que c'est inévitable, ça va venir. Et puis, je ne sais pas du tout quelle tournure ça va prendre, parce que ce qui a été créé avec ChatGPT 2 ou 3, et aujourd'hui, le ChatGPT, la nouvelle version qui a été, je suis un petit peu de loin, mais voilà, le ChatGPT 4, il y a des énormes différences. Et je me demande qu'est-ce que ça va être le ChatGPT 8, le 9. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut te créer des PowerPoint, ça peut te permettre de faire des lettres de motivation, des CV. Enfin, je sais que ça peut te permettre de faire beaucoup de choses. C'est un facilitateur. Et je pense que ça peut être... c'est à nous, en fait, les enseignants, le corps professoral, de s'adapter à ces technologies et puis de les mettre, pas qu'on soit en antagonisme, parce que je pense pas que c'est la solution, ça sera inévitable. J'ai même des élèves qui utilisent ça pour pouvoir faire des rapports, et tu veux que je leur dise quoi, moi? C'est leur responsabilité, c'est eux qui savent s'ils ont été trichés, s'ils ont envie de se faciliter la tâche. Moi, je pense que c'est des applications qui sont disponibles aujourd'hui, comme Wikipédia, les élèves utilisent Wikipédia, comme PowerPoint, les élèves utilisent PowerPoint. C'est un outil au final, ça va pas remplacer l'humain. Je pense l'humain, que c'est un outil, ça va pas remplacer forcément l'humain. Je pense que voilà, ce qui se fait au niveau de la psychologie, ce qui se fait au niveau du social, c'est-à-dire de pouvoir parler avec un humain, de pouvoir échanger ses émotions. Je pense que c'est compliqué à ce stade de pouvoir le réaliser tout de suite avec un robot. Je me vois mal me confier à un robot tout de suite, mais voilà. Et je vois mal aussi mes étudiants et puis profs appeler un robot pour faire de la médiation entre eux. Enfin, ça me dépasse encore. Je serais pas étonné que dans 15 ans ça puisse arriver. On s'étonnait d'avoir des caisses automatiques à la Migros, et puis aujourd'hui c'est là. J'utilise les caisses YouTube, c'est normal. J'utilise Twin pour envoyer de l'argent à mes potes. Il y a 15 ans, on se disait pas que ça allait être possible. Je pense qu'on va s'adapter, puis ça va pas disparaître. L'enseignement comme ça, de toi à moi, ça disparaîtra pas. Mais il y a des technologies, et puis on va s'y adapter, puis ça va peut-être même nous rendre service. Exactement. Je vois que tu n'as pas d'inquiétude. Ce serait le but, en fait, que ça nous rende service, bien sûr, qu'on puisse utiliser des outils et qu'on ait moins de choses à faire, ou les choses qu'on fait, pouvoir les faire plus facilement, je pense. Clairement. Et surtout, moi, j'écris aujourd'hui mes mails avec ChatGPT. Je fais quelques lettres que je dois faire administratives, tu sais, pour demander une résiliation ou pour demander je sais pas, d'appeler la régie pour telle et telle chose. Je lui écris brutalement et il me fait un truc très propre, très beau, et ça me suffit. Et je trouve que c'est même une belle technologie pour les personnes qui sont, encore une fois, issues de l'immigration, qui ne savent pas formuler, qui sont d'ailleurs discriminées de la manière dont ils écrivent, avec plein de fautes d'orthographe, etc., de pouvoir dire à ChatGPT, est-ce que tu peux me corriger ces fautes d'orthographe? Il te le fait, et je trouve que c'est génial pour ma mère, pour ma tante qui ne parle pas la langue. Je serais moins sollicité, je lui apprendrai ces technologies, et puis je lui dirai... Merci ChatGPT. Merci ChatGPT. Non, c'est clair, non, mais il y a des avantages et des inconvénients, comme Wikipédia, et puis c'est aux institutions de faire attention à ça, d'émettre des contrôles, et puis surtout de les mettre dans leur panel d'outils d'apprentissage, quoi. C'est inévitable, malheureusement. Enfin, heureusement, je sais pas. On verra, c'est l'avenir. On verra, c'est l'avenir qui nous dira. Bon, on va un peu changer de sujet. On va parler un peu d'une ONG. Parce que tu m'en as parlé hors caméra un peu aujourd'hui et une autre fois. Mais je t'avoue qu'on en a parlé très rapidement. Je devais venir pour faire une couverture médiatique. Tu avais besoin de photos, vidéos.
Et en fait, je ne sais même pas le nom de cette ONG. Du coup, tu peux en parler un peu puis expliquer ce que c'est dans les grandes lignes aussi UNG, parce qu'il y a plein de gens qui ont entendu ce mot, mais peut-être qu'ils ne savent pas précisément qu'est-ce que fait, Qu'est-ce que c'est qu'une ONG? qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elles font. En fait, une ONG, c'est le diminutif de organisation non gouvernementale. C'est à peu près le même statut qu'une association. Ça n'a pas vocation de faire de la politique comme un État. Enfin, mais par contre, ça a une fonction de plaidoyer, d'une part, de pouvoir mettre en lumière, de mettre en exergue des problématiques en matière de droits de l'homme, en matière d'éducation, les ODD qui sont les objectifs de Mais développement là, quand durable. tu parles de ça, tu parles de ton ONG ou toutes les ONG en général? De manière générale. Et puis je te dirais ensuite qu'est-ce que mon ONG fait dans ce cadre-là. Je définis un petit peu, je donne des explications dans les grandes lignes de ce que ça fait. Bah, ça a des objectifs d'une part de plaidoyer, de pouvoir mettre en lumière certaines problématiques dans le monde. Voilà, au Congo-Kinshasa, dans le Kivu, il y a des problématiques aujourd'hui avec les ressources naturelles. Et puis on en parle très peu. Il y a des guerres dans le monde où on n'en parle pas du tout. Il y a des problématiques dans le monde où on n'en parle pas. Les ONG, bah, c'est des relais politiques. Et puis, ils vont te mettre en lumière, ils vont te mettre vraiment dans la scène de la diplomatie, certaines problématiques qu'il y aurait dans le monde. Et puis, donc, du coup, bah, moi, j'ai fait mon stage, en fait, à la mission permanente de la Somalie auprès des Nations Unies, donc avec une ambassadrice somalienne à Genève. Et donc, du coup, bah, c'était au début un stage, puis après, ça s'est professionnalisé. Puis, bah, du coup, j'ai fait plein de choses à l'ONU, puis dans les autres organisations qui sont basées à Genève. Et puis, on a eu rencontré différents ministres, le ministre de l'Intérieur de la Somalie, le vice-ministre du Planning des investissements de la Somalie. Et puis, en fait, ils nous ont mis un petit peu dans un train et ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de beaucoup de choses pour qu'on puisse créer des ponts, notamment entre la Suisse et notre pays, qui est la Somalie. Et puis donc du coup, je suis avec un ami qui s'appelle Youssouf dans cette ONG. Et puis donc du coup, on l'a appelé Swiss African Alliance. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se focaliser sur deux objectifs des ODD, c'est les 16 et 17. Tu peux me répéter ce que c'est des ODD? Tu en as parlé avant, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. En fait, les ODD, c'est des objectifs de développement durable qui ont vocation à fixer des objectifs qui sont très difficilement réalisables pour 2030. En gros, c'est d'éradiquer la famine dans le monde, c'est l'éducation pour tous, c'est la paix et la justice. Enfin, c'est des gros objectifs que les pays se sont fixés. Et puis, nous, on va se focaliser sur les objectifs 16 et 17 des ODD. Et puis, du coup, à ce propos, on a une conférence qui va se faire à Lausanne le 27 mai. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir déjà lancer notre ONG, montrer qu'on existe, quoi, et puis qu'on a ces beaux objectifs. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir faire un premier projet de développement sur la paix et la justice en Somalie à Garowe en août prochain. Et puis, donc, du coup, on va se focaliser sur l'éducation, sur la paix et la justice, sur la démocratie. Et puis, on va essayer de fournir une aide dans le développement et faire de la coopération entre la Suisse et la Somalie. Donc voilà un petit peu l'objectif de notre ONG. Elle est dans ses prémices, donc j'ai pas 1000 choses à dire, mais en 2019, je suis allé en Somalie, dans le nord de la Somalie, avec un monsieur qui fait de l'ultra-purification d'eau et qui va installer des pompes en fait, d'ultra-purification d'eau dans certaines régions qui n'ont pas vraiment accès à l'eau potable. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et puis, il y a des possibilités de pouvoir faire des liens entre différents gouvernements, différentes organisations, et de pouvoir œuvrer pour le bien-être de certaines populations qui sont souvent, et je le répète, oubliées de la scène internationale, quoi. Et puis, c'est dans cette mesure qu'on s'est dit que notre master, il doit servir à quelque chose, nos études doivent servir à quelque chose, et puis pourquoi pas créer un projet qui soit en accord avec ce qu'on a appris, avec ce qui nous rend sensibles, et puis voilà l'idée de cette ONG, quoi. Ok, très intéressant. Je connaissais pas le milieu des ONG, donc je découvre. Merci. Maintenant, on va passer à un autre registre encore, ce qui est les startups. Moi-même, je commence un peu à beaucoup m'y intéresser. J'ai certains projets que j'ai envie de développer. Mais toi, tu l'as déjà fait, donc je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que tu as fait dans ce milieu-là. Est-ce que tu l'as apprécié? Est-ce que tu le referais? Donc, je te laisse un peu t'exprimer là-dessus. Ouais. Écoute, moi, quand j'ai fait Sciences Po, j'ai fait des études de Sciences Po. Et puis, lors de ma fin de première année, il y avait les concours Startup HEC, qui c'était des concours start, en fait, ils appelaient ça les concours start.
tu pouvais avoir un projet. Et puis, si tu arrivais à un certain niveau de création de ta startup, et puis que tu passais les pitchs, et puis que tu faisais plein d'évaluations, tu avais à la clé 30 000 francs pour pouvoir lancer ta startup. Ok, excuse-moi, tu dis HEC, c'était du coup organisé par l'université? C'était organisé par l'université, en partenariat avec Coca, je crois. C'est eux qui finançaient ou qui formaient des trucs. Enfin, je sais plus, ils avaient fait appel à plein de... On parle de Coca, l'application ou exactement. Coca.ch, okay. Exactement. Il y avait Coca.ch, il y avait Crédit Suisse, je crois, je te dis peut-être des gros bobards. Crédit Suisse, c'est quoi? Mais la banque. Tu m'as fait. Donc voilà, en fait, ils font appel à plein de structures lausannoises et puis qui vont coacher ces étudiants et étudiantes qui veulent se créer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir leur donner soit des conseils, soit des financements, ou soit, je ne sais plus c'était quoi le cadre. Moi, j'avais très vite quitté ça parce que j'avais fait les pitchs, j'avais passé cette première étape. Et puis en fait, moi, cette startup, elle s'appelait WeLink. WeLink. Oui, Link, exactement. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire? Nous lions, nous mettons en contact, WeLink, ouais, c'était un diminutif. Et puis l'idée, c'était de mettre en contact différentes entreprises dans le domaine de l'immobilier. Et en fait, l'idée, c'est qu'on utilisait à l'époque le guichet cartographique de l'État de Vaud qui te permettait d'avoir plein d'informations sur le registre foncier, les terrains, etc. Tu pouvais avoir vraiment une plénitude d'informations sur quelles étaient les zones de construction, qu'est-ce qui allait se faire, etc. Et puis, excuse-moi, tu dis à l'époque parce que vous utilisez plus ce registre? Non, maintenant je fais plus du tout. Je suis plus du tout dans la start-up, je fais plus du tout ça. C'était une superbe expérience, mais le Covid m'a décapité. Et puis c'était une très très belle expérience, mais on n'a pas survécu au Covid. Et puis, mais par contre, c'était une des meilleures expériences que j'ai pu faire. D'ailleurs, je la raconte à chaque fois parce que je pense que c'est là où tu tires les meilleures leçons de tes expériences. Et le Covid, ça m'a permis de mûrir et puis de passer à autre chose. Mais c'est pas du tout un truc qui me pèse, mais au contraire, c'est un truc qui me permet aujourd'hui d'évoluer et puis d'avoir eu une expérience presque de 3 ans là-dedans. Donc c'était vraiment cool. Ah, donc t'en as beaucoup. Ça t'a apporté beaucoup de choses. Plein de trucs. Et tu le referais, genre une même expérience. Clairement. C'est juste que maintenant, je suis plus dans le monde de l'immobilier. Enfin, j'ai jamais vraiment été, mais c'était une start-up où les régies nous sollicitaient pour bosser avec eux. Beaucoup d'architectes travaillaient avec nous. On donnait du boulot à plein de régies, plein d'architectes. Enfin, c'était vraiment un truc wowissime. Je pensais que j'allais devenir le TripAdvisor de l'immobilier. C'était top. En fait, c'était une idée aussi bête que trouver des terrains. Ces terrains, on les mettait au concours à des architectes pour qu'ils puissent proposer des études de faisabilité et de viabilité. C'est en fait des études d'architectes qui te montrent, on peut faire sur ce terrain telle villa, tel immeuble, telle chose. Et puis donc du coup, les propriétaires, ils avaient des projections sur ce qui pouvait se faire sur leur lopin de terre. Et puis donc du coup, nous, on les mettait au concours. Envers des architectes, et puis ensuite avec les architectes on mettait au concours les différents CFC de construction. Avec les CFC de construction, c'est tous les entrepreneurs qui vont venir construire la baraque, que ce soit des maçons, des peintres, etc. Tous les différents corps de métier. Donc nous, on faisait un ranking avec des notes. Donc celui qui a 6, celui qui a 5, les travaux. Puis donc du coup, le propriétaire, il se retrouvait avec plein d'entreprises. Puis il avait jusqu'à choisir avec laquelle il voulait travailler parce qu'il avait les notes. Donc ils étaient évalués par rapport à leurs anciens clients. Et donc c'était un truc qui était vraiment gros. Et du coup, on avait beaucoup de terrain. On arrivait à les mettre au concours. On arrivait ensuite à les proposer à différents corps des métiers. Et puis donc du coup, on arrivait à très très bien réussir notre coup. Et puis du coup, on devenait un acteur incontournable de l'immobilier dans notre petite échelle. Vous avez travaillé sur la ville de Lausanne ou en extérieur? On a travaillé à Épalinges, à Lausanne, on a eu plusieurs mandats, on a travaillé avec beaucoup d'architectes, on en avait un qui était favori, puis c'est très bien, et puis c'était vraiment un professionnel qui nous a aidé à diriger notre start-up, et puis donc du coup... Tu dis on parce que vous étiez plusieurs? C'était moi qui avais créé la startup, puis du coup il y avait plein de potes qui m'aidaient à créer un petit peu tout ce qu'il fallait par rapport à l'informatique, par rapport au marketing, par rapport à la communication, par rapport à la prospection. Enfin, on avait différents services et puis du coup c'était vraiment un truc qui était du tonnerre. C'était vraiment incroyable. C'est comme Airbnb finalement, mettre en relation quelqu'un qui veut trouver un hébergement pour ses vacances et un propriétaire qui dispose d'un hébergement et Airbnb ça les met en contact. Toi, c'était la même chose, sauf qu'il y avait plus d'acteurs. C'était pas uniquement deux parties ensemble. Nous, c'était WeLink. On mettait en lien
des architectes qui cherchaient du travail parce qu'ils ne font pas de la publicité, les architectes, les médecins. Tu ne vas jamais voir je suis médecin, j'ai fait tant d'opérations dans le monde. Non, c'est pas déontologique. Ça se fait pas. Donc, du coup, en gros, nous, on leur apportait du travail. Ils étaient très contents. On mettait au concours, puis le meilleur gagnait, puis celui qui proposait le mieux, ça se fait encore aujourd'hui. Hein. Les bureaux d'architectes font des concours, font des propositions pour les peintres, et puis donc du coup les peintres vont venir avec des devis, des projets, etc. Puis donc du coup on va sélectionner celui qui est le plus performant, au moindre coût, etc., etc. Et puis nous on faisait la même chose, et on donnait du travail aux régies immobilières. On a donné un immeuble en gestion de 50 appartements à une régie immobilière. Ah d'accord, donc vous avez quand même des projets imposants quand tu parles d'un bâtiment de 50. Bâtiment de 50 appartements quand même. Donc on avait donné ça à une régie immobilière, on avait donné du travail à des architectes, à des peintres, à des menuisiers, des électriciens. Enfin c'était vraiment du 360 dans l'immobilier, et puis c'était du tonnerre quoi. Et puis le Covid est venu, on pouvait plus du tout prospecter, on pouvait plus... c'est vraiment le Covid qui a... Le Covid nous a achevés. Mais nous a achevés, et puis c'était vraiment... Ça fait partie de la vie, quoi. D'accord. Mais j'ai pas perdu, j'ai pas laissé des plumes. Tu vois, j'ai pas eu à investir des millions. On va pas dire que tu l'as bien vécu, mais ça t'a pas traumatisé. T'es pas resté 4 mois à pleurer. Non. C'était une belle histoire qui a fini très bien, qui m'a permis de mûrir, qui m'a permis de gagner dans l'entrepreneuriat. En contact aussi, parce que maintenant tu as le contact. Si quelqu'un cherche un appartement à Lausanne, il peut demander est-ce que tu connais quelqu'un à la régie telle et telle. Ne mets pas dans la sauce, s'il te plaît. Non, c'est pas du tout vrai. non, c'est un peu vrai, mais il faut pas demander. C'est ça. Hein. Tu as les contacts, mais tu vas pas les donner. Non, mais écoute, c'était vraiment... Bien sûr, moi j'ai plein de potes à avoir des appartements, je suis moins là-dedans, et puis c'est plus un truc que je fais, et puis je me concentre dans mes autres projets. Maintenant j'ai plein d'autres projets, et puis voilà, je peux pas me dissiper, et puis voilà. Non, bien sûr, hein. Puis quand tu as déjà 4-5 projets, il faut quand même... se focaliser, puis faire quelque chose qui tienne la route, quoi. Tu vois, il faut que tu sois cohérent dans tes affaires. Et puis là, j'essaie d'œuvrer et de travailler dans des choses qui me plaisent. J'ai le luxe aujourd'hui de choisir ce qui me plaît à faire. J'ai vraiment un travail incroyable avec la mission permanente. Je travaille beaucoup avec l'ONU, avec beaucoup de missions. J'étais avec la mission du Canada, l'ambassade du Canada juste en face du Koweït. On a des projets avec beaucoup d'autres missions, ONG. Enfin, c'est vraiment cool. Je suis content de comment ma vie est guidée maintenant. Et puis, je kiffe mes étudiants. On a une superbe relation dans l'équipe de l'association. Tu sais, pour revenir à l'association, c'est une éducation que j'appelle à l'horizontale. C'est-à-dire que les étudiants et étudiantes et les profs, ils se tutoient. Et donc, du coup, ça crée déjà une ambiance détendue où les étudiants et étudiantes peuvent venir aujourd'hui te dire, écoute, Ahmed, Samy, Yasmine, il y a ce truc que je comprends pas, vas-y, aide-moi. Puis donc, du coup, s'ils comprennent toujours pas avec moi, parce que je peux expliquer comme un caillou de temps en temps en mathématiques, je suis pas le meilleur en maths, et puis du coup, ils peuvent aller voir un autre prof. Et en fait, je pense que c'est dans le bonheur qu'on apprend, qu'on aime et qu'on kiffe. Vraiment, c'est dans cette perspective que vraiment on s'améliore et puis on peut réaliser des choses qui soient cool, quoi. J'encourage vraiment les étudiants et étudiantes de pas oublier que les études... Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du TikTok, du média nous fait croire qu'on peut devenir millionnaire très rapidement en faisant ceci, cela. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plein de moyens de pouvoir se faire plein de thunes et puis plein de sous facilement. Mais je pense que quand même la base de tout, c'est d'avoir un minimum de connaissances, de pouvoir au moins savoir lire, écrire. Et puis c'est pas juste en étouffant l'école et puis qu'en partant en n'ayant rien appris et rien compris à l'école, qu'on va pouvoir devenir un PDG ou un gars qui va pouvoir faire des millions dans la bourse ou dans le trading ou dans le commerce ou dans l'e-commerce. Enfin, je suis persuadé que moi, c'est une partie importante, les études, en tout cas pour se construire, pour pouvoir avoir une pensée critique de ce monde et puis de savoir juste lire, écrire et juste avoir une analyse critique de ce que tu as envie de faire. Parce que je pense que c'est important de pouvoir redire à notre jeunesse que oui, il y a plein de moyens de pouvoir faire de la thune. Il y a plein de gens que moi je connais qui ont fait du dropshipping, du e-commerce, qui ont percé, qui font du TikTok, des vidéos. Mais je pense que c'est pas le modèle universel. Tu peux quand même devenir médecin et puis être très heureux dans ta vie. Tu vas bien évidemment pas gagner des milliards ou des millions comme on tend à comprendre. Comme certains vendeurs de rêves le font. Voilà.
sont bien évidemment critiqués. Je veux dire que c'est possible, on peut y arriver, mais voilà, c'est pas un modèle universel. Je pense que par contre, l'universalité, c'est de savoir lire et écrire et de savoir qu'est-ce qui est bien et pas bien pour toi, et puis déjà à se connaître soi-même, quoi. Ce serait mon mot de fin. Merci. C'était un long mot, mais c'était parfait. Merci pour ce mot de la fin, qui n'était pas le mot de la fin, parce qu'en fait, tu vas me faire rebondir sur autre chose. Il y a quelques jours, j'étais avec mon neveu, et il me parlait d'une prof qui est une amie à moi, donc c'est drôle, il la vous voit, puis il l'appelle par son nom de famille, alors que je ne l'ai jamais appelé par son nom de famille. Et il disait Madame telle et telle. Et c'est vrai que du coup, il y a une différence entre la scolarité classique que les gens ont et toi, la scolarité que tu offres, avec les exemples que tu dis, où ils peuvent avoir des profs différents, que ça permet peut-être d'avoir une approche différente de l'apprentissage. Du coup, ça me fait rebondir sur la question, qu'est-ce que tu penses de l'éducation? On va parler de la Suisse, parce qu'on ne connaît pas forcément l'éducation dans d'autres pays, mais l'éducation, la scolarisation en général, que les jeunes reçoivent de nos jours dans les écoles. Tu as un avis là-dessus? Tu voudrais en parler? Ouais, je peux te donner 2 mots par rapport à ça. Déjà, il faut savoir que nous, c'est du parascolaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas Tu parles de Jeunesse School? Jeunesse School, bien sûr. C'est du parascolaire. C'est-à-dire que nous, on intervient après qu'ils aient terminé leurs études. Après 17h, quoi. Tu vois, ils ont terminé l'école, on fait leurs devoirs, on les aide, on les accompagne, etc. Donc, c'est vraiment du parascolaire. On n'a pas vocation à remplacer l'école obligatoire. C'est pas du tout notre travail, et je félicite les enseignants qui font ce travail, parce que c'est pas du tout un truc facile. Après, bien évidemment, tu me parlais des autres pays. Il y a les pays nordiques qui sont, à mon avis, plus avancés que nous. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais... je vais en Suède la semaine prochaine. Mais je crois pas que je vais visiter des écoles. Non, ils ont des méthodes d'enseignement qui sont vraiment différentes de nous. Nous, on a un système qui est, à mon avis, dur. C'est ce système scolaire où, très jeune, à l'âge de 12 ans, enfin, moi j'avais 12 ans quand j'étais en 7e à l'époque, tu passais de la VSO, VG, VSB, maintenant c'est devenu les niveaux, donc VG1 avec le programme Armos, et puis VP. Et je trouve que c'est déjà très très tôt. Tu sais, quand on te dit à 12 ans, bon là, tu vas jouer ta vie, c'est la 8e année. Après la 8e année, tu vas rentrer en 9e année, et puis on va vous splitter l'effort là-bas, les nuls là-bas. Enfin, ça me fait un petit peu de la peine, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des parents qui connaissent le système scolaire, encore une fois, qui ont fait l'université, qui ont... Moi, mes enfants, je sais que je vais être derrière eux, je vais leur dire, écoute, très jeunes, ils vont connaître qu'il y a des niveaux, que ça sera important de pouvoir mettre en place un dispositif pour pouvoir réussir les examens, les ECR. Enfin, il y a plein d'enjeux, et puis moi, j'ai un catalogue par rapport à ça. Les élèves sont très anxieux et ils sont très stressés par rapport à ces examens qui sont faits très très jeunes, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer dans le système scolaire vaudois. Pour parler uniquement du système scolaire vaudois, je trouve que Genève, déjà, il y a plus de... Tu peux encore plus... je sais que eux, dès qu'ils ont terminé l'école, ils peuvent encore aller à l'école de commerce, à l'école de culture générale. Enfin, il y a un peu plus de flexibilité. Là, tu finis ta 11e année, si tu es en VG1, tu trouves un apprentissage. Pour moi, c'est une illusion, parce que moi, personnellement, j'avais envoyé 400 lettres de motivation et de CV pour pouvoir trouver une place d'apprentissage. Donc, c'est pas du tout facile de trouver une place d'apprentissage. Encore une fois, c'est souvent les mêmes qui trouvent des places d'apprentissage. C'est souvent du contact. Tu vois, moi, j'ai pu aider ma nièce à trouver une place d'apprentissage, parce que j'avais un pote, etc. Les contacts font tout. Les contacts, ça aide beaucoup. Fait tout. Mais moi, pour parler de moi, et je parle de moi, donc du coup, on ne pourra pas me reprocher d'avoir parlé de moi. Moi, j'avais terminé mon raccordement et j'avais envoyé 400 lettres de motivation et de CV. Fabien, qui nous écoute, qui travaille au centre socioculturel de la Bourdonnette, l'atteste, parce que c'est lui qui a imprimé... J'avais pas d'imprimante à la maison. Donc, c'est le centre socioculturel de la Bordeaux qui m'imprimait mes lettres. Puis moi, je me payais mes timbres pour pouvoir envoyer mes lettres. J'avais fait 3 entretiens sur 400 lettres de motivation et de CV. Je trouve que c'est abusé. Et donc, quand tu arrives en 11e année et qu'on te dit, maintenant, tu dois trouver un apprentissage, tu n'as pas eu les points pour aller au gymnase, tu fais quoi? Tu vas à l'Opti, tu vas au COFOP, tu vas dans ces écoles, dans ces structures que je suis très critique, moi, par rapport à ces structures. Et du coup, tu fais quoi? Mais la question, enfin, pas la question, d'après ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que quand tu sors de l'école avec les examens que tu as pu avoir, ou bien le cycle d'orientation, la personne qui t'oriente, peut-être que ça te prépare pas à la sortie de l'école, à la vraie vie, comme tu dis, genre si t'as pas les points pour aller au gymnase et que c'est compliqué de trouver un apprentissage, finalement tu finis, je sais pas combien d'années d'école obligatoire on a, et tu peux te retrouver un peu, pas face au mur, mais que ça peut être compliqué en sortant de ça, puis
malgré le fait que tu as dit que le système scolaire est quand même quelque chose d'important, que on félicite les profs, les gens qui sont dans ce système-là, c'est quand même un truc où à la fin, ça peut être pénalisant ou être compliqué de s'intégrer dans le monde réel En fait, en sortant de l'école. moi, je pense que déjà, la voie de l'apprentissage, c'est très, très bien. Moi, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai travaillé, j'ai fait mon CFC à l'État de Vaud, dans un service, le centre d'éducation permanente, ça s'appelle, c'est le centre de formation de l'État de Vaud. Puis après, j'ai bossé dans la finance, je suis parti aux États-Unis, j'ai continué la finance, je suis revenu ici, j'ai bossé chez Philip Morris pendant 3 ans. Et en fait, ça m'a permis d'être la personne que je suis. Et puis, en bossant chez Philip Morris à 100%, j'ai fait ma propédeutique à l'université en sciences politiques. Donc, je faisais 100% à l'université et 100% chez Philip Morris, avec des taux de travail. Donc, je trouve que la voie de l'apprentissage, ça te permet de mûrir. C'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais quand en 11e année, tu n'as pas trouvé ton apprentissage? Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas les points pour aller au gymnase? Tu vas aller à l'Opti puis au COFOP. Et moi, j'ai jamais fait ces écoles, mais les retours des étudiants qui ont fait ces écoles, c'est un retour qui est piteux, c'est désastreux. Ils disent que c'est une garderie d'adultes où on les aide à trouver, mais c'est juste pour pas qu'ils restent à la maison en réalité. Et je reprends les mots de ces étudiants, de mes potes qui ont fait le COFOP et puis l'Opti, qui eux ne recommanderaient jamais à leurs enfants d'aller dans ces écoles-là. Donc je trouve que soit tu as les points pour aller au gymnase, et puis encore une fois, c'est les mêmes, avec les mêmes capitaux culturels, économiques et sociaux qui ont tendance à aller à l'université et d'aller au gymnase. Et puis sinon, tu as la voie de l'apprentissage. Mais encore une fois, la voie de l'apprentissage, elle n'est pas simple à trouver. Et moi, c'était un truc qui m'avait traumatisé. Et en plus, j'obtiens mon CFC et je trouve pas de travail. Je veux dire, c'était fou. J'ai fait 1 année de chômage, je sais plus combien de temps j'avais le droit au chômage. J'avais fait tant de mesures d'insertion. J'avais un CFC pourtant. Et j'envoyais. Et je me suis dit, merde, je vais faire l'université, tiens. Je vais retourner à l'école. Je vais retourner à l'école. Je te jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est dur. En tout cas, il faut l'améliorer. Il faut pouvoir voir ce qui se fait ailleurs, voir dans quelle mesure on arrive à le faire, dans quelle mesure on arrive à investir un petit peu plus dans le système scolaire vaudois, dans quelle mesure on arrive à mettre en place des structures aussi de soutien scolaire, d'autres modèles, que ce soit, parce que les répétiteurs, encore, c'est un truc qui coûte 45 balles, 50 balles pour quelqu'un qui a un master, et puis 30 balles, mais 35 balles. Tu sais, c'est des tarifs qui sont quand même élevés. Mon père, il n'arrivait pas à payer des tarifs comme ça. Donc, puis après, à propos de tarifs, toi, avec Jeunesse School, vous avez des tarifs abordables pour que les parents puissent offrir ce service à leurs enfants? Ouais, c'est peanut. Nous, c'est 12 francs 50 de l'heure. Donc, c'est une participation vraiment pour pouvoir payer les locaux, les charges, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, on a autant de personnes qui souhaitent rejoindre l'association Jeunesse School. Malheureusement, on n'a pas de place pour tout le monde. Donc, au final, tu améliores déjà à ta façon, à tes moyens, enfin, avec tes moyens, à ton niveau, le système scolaire en offrant ouais, alors vraiment à ma très humble mesure. Enfin, vraiment, on va pas changer vraiment beaucoup de choses. Par contre, on aide beaucoup d'étudiants et étudiantes à avoir les points qu'ils souhaitent, à avoir les objectifs qu'ils souhaitent. Encore une fois, dans le catalogue, on a plein de petites photos des notes de nos étudiants et étudiants. C'est ultra confidentiel. C'est comme ça que tu peux mesurer le succès de Jeunesse School. Ah ouais, on en mesure voyant les moyennes. Retour, les notes. Tout à fait. En sachant que c'est grâce à l'apport que vous faites que... Absolument. Il y a des jeunes qui nous disaient qu'ils n'avaient jamais l'idée qu'ils pouvaient un jour aller en VP, qui est la voie pré-gymnasiale, le niveau le plus supérieur, le supérieur pour pouvoir dans le système scolaire vaudois, donc dans l'école obligatoire. Plein de petits se disaient jamais qu'ils allaient aller en VP, qu'ils allaient jamais avoir des 5,5, des 5 de moyenne en mathématiques, en français. Et des parents nous disent que on a littéralement changé leur vie et littéralement changé leur rapport aux études. Parce que jusqu'à ce qu'ils viennent à Jeunesse School, c'était oh, ça me fait chier d'aller aux études, ça m'embête d'aller étudier. Et encore, je dois aller encore étudier le dimanche parce qu'on fait les cours le dimanche dans le centre de la Bordeaux. Encore après l'école. Et puis en fait, c'est le rapport qu'on arrive à changer. Le rapport à pourquoi est-ce que tu étudies. Donner du sens à leurs études, c'est vraiment là où on a un impact considérable. Et après, indéniablement, c'est un impact sur leurs résultats et ça a un impact sur leur vie. Mais c'est seulement lorsque les étudiants et étudiantes ont compris pourquoi ils étudiaient. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu étudies, quand tu as l'impression que c'est une punition, un fardeau, parce que les parents n'ont pas su mettre des mots du pourquoi, du comment, de pourquoi il faut aller à l'école, ils ont l'impression d'être incarcérés. Donc peut-être ça, c'est quelque chose qui pourrait être apporté dans le milieu scolaire. Ouais. Quand les gens disent vous allez passer 5 jours par semaine
dans l'école. Pourquoi? Et en fait, créer un rapport entre l'école qu'on appelle l'école obligatoire, obligation qui est jamais un mot positif. Donc peut-être que ce serait de se dire ok, c'est pas l'école obligatoire en fait, c'est utiliser un autre mot pour obligatoire, mais qui crée un autre rapport, parce que les rapports d'obligation ne sont jamais bien. C'est ça. Et en fait, je pense que le mot important là-dedans, c'est mettre du sens. Mettre du sens dans pourquoi est-ce que vous faites ça, qui est-ce que vous allez être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? D'avoir tel papier, d'avoir fait tels examens et d'avoir telle certification. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie? Et il faut leur donner des choses qui peuvent être réalisables pour eux et puis de voir des gens qui sont passés par les mêmes structures. Parce que moi, j'ai fait le Belvédère en tant qu'étudiant. J'ai fait l'Élysée en tant qu'étudiant. Maintenant, je suis prof au BV, remplaçant, et puis je suis prof aussi à l'Élysée en tant que remplaçant. Et puis, quand ils voient un prof qui est noir, qui a fait les mêmes études qu'eux, qui a grandi dans le même quartier qu'eux, qui était en VSO à l'école et qui a réussi à faire un master, un bachelor, qui a pu bosser chez Philippe Morris, etc., qui a pu faire plein de trucs dans sa vie, ben, ils me disent, mais déjà, vous avez quel âge? Je leur dis que j'ai 28 ans et puis ils me disent, mais non! Et puis on se marre, c'est pas possible. Et en fait, rien que de me voir et de pouvoir s'imaginer être moi, c'est déjà un boost dans leur vie. D'avoir cette représentation. Je pense que ça, peu importe le niveau social, mais quand tu es dans une école et que tu vois des anciens étudiants qui viennent discuter, ça donne toujours une ouverture d'esprit en disant d'accord, je suis capable de faire ça. Moi, je voyais ça. J'allais parfois sur le campus à l'école hôtelière, mais j'y pensais même parfois. J'ai fait les RACOM à Lausanne et je me suis dit est-ce qu'un jour je retournerai à les RACOM. J'ai beaucoup d'amis à moi, des gens qui étaient dans ma classe qui sont retournés en tant que prof, ce qui est une autre chose, mais c'est vrai que de pouvoir retourner où tu as été, ça te rappelle toi-même des souvenirs. Donc en plus, tu es dans un état émotionnel peut-être très ouvert et tu peux le transmettre aux élèves qui sont sur place à ce moment-là. Et ils t'écoutent. En fait, ils t'écoutent parce que tu leur dis, écoute, moi, où tu étais assis, j'étais assis il y a exactement 11 ans. Il y a 11 ans, non, pas 11 ans quand même. Il y a 13 ans, pour le coup. Mais voilà, j'étais assis il y a 14 ans, 13 ans, dans la même chaise que toi, dans cette même classe, et j'étais en VSO. C'est-à-dire que toi, tu es déjà en avance par rapport à moi. Si moi, on me compare dans ton temps assis à côté de moi, donc toi, tu as déjà un niveau 2 ou tu as déjà 2 niveaux 2, moi, j'en avais 0. J'étais en VSO, j'avais 2,5 de moyenne en maths. J'avais 4. VSO, c'était... C'était l'équivalent du niveau le plus bas. Il y avait 3 niveaux, VG, VSB. C'est vrai. C'est le niveau inférieur, en gros. Juste leur dire ça, tu sais que là, moi, tout ce que j'ai fait, tu peux faire le double. Tu peux avoir 2 ans d'avance sur moi, c'est-à-dire que tu peux avoir 26 ans et déjà avoir terminé ton master, etc. Et en fait... c'est plus un truc qui rentre dans ton oreille et qui ressort de l'autre. Ça reste dans ton oreille et c'est bien bloqué dans ton cerveau. Et en fait, tu médites sur ces propos-là. Et en fait, tu te dis, ce prof, il est noir. Il a fait les mêmes études que moi. Il a grandi dans le même quartier que moi. Il a eu les mêmes problématiques que moi. Il comprend que ma mère ne comprend pas ce qui est écrit dans l'agenda quand il y a la remarque de la maîtresse. Il comprend totalement que mes parents, les heures d'arrêt, je peux les berner. Moi, je disais à mes parents, les heures d'arrêt, c'est juste, ils m'arrêtent là pour que je puisse mieux travailler mon cours d'allemand, que j'avais pas bien travaillé durant... J'arrivais à transformer. Ta mère, elle va écouter le podcast. T'as pas peur qu'elle capte, en fait, elle va dire... Mais elle va se marrer, ma mère, elle est contente, elle est fière. Mais non, mais moi aussi, en fait, c'est aussi des gens qui m'ont parlé à un moment donné, et puis qui m'ont dit, écoute, tu peux le faire, vas-y. Tu sais que tu peux aller à l'université? Mec, c'est aussi un des problèmes de l'école, c'est qu'on va jamais te dire, toi, là, qui habites à la Bordeaux. C'est rare, parce qu'on va te catégoriser ton VG1, on va te dire, mais l'université, c'est dead pour toi. C'est vrai que si c'est les dernières années d'école obligatoire, où tu es dans une catégorie, tu te dis, OK, je vais finir ma scolarité, je suis dans cette catégorie, je me lance dans la vraie vie dans cette catégorie. Alors qu'en fait, non, quand tu finis l'école obligatoire à 16, 17 ans. Ouais, 16, 17, ouais. C'est le début de ta vie, en fait. C'est le début de ta vie. Tu as envie de faire l'université. Et mon gars, tu vas travailler 1 année, 2 ans, puis tu vas te faire une école privée qui s'appelle... Moi, j'ai fait PrEP, par exemple. Je fais un peu de pub à PrEP. J'ai fait PrEP, par exemple. C'est une école ici qui est à la rue de Bourg. Et puis, quoi que tu aies fait dans ta vie, si tu es motivé, tu viens. Et puis, ils ont des taux de réussite incroyables pour pouvoir aller à l'université. Et moi, j'avais mon papier de VSO. J'avais rien d'autre. Et j'ai fait PrEP, j'ai eu des notes, mais des 5,5, des 6. C'est 6 dans certaines branches. On parle de 6 sur 6 ou 6 sur 20? 6 sur 6. Ok, donc, j'ai eu un petit doute. Non, j'ai fait des notes incroyables. Et puis, donc, du coup, ça m'a permis d'aller à l'université. Et en fait, c'est là où j'ai compris que l'université, il ne faut pas être Einstein. Il faut juste travailler.
Comme tu travailles pour aller au foot, jeune garçon qui nous écoute, comme tu travailles pour ton basketball, comme tu travailles dans tes sessions de rap, quoi que tu fasses, c'est du boulot et il n'y a rien qui est, à mon humble avis, ultra facile. Il y a partout des challenges et puis il faut juste savoir ce que tu as envie et mettre du sens. Exactement. Mettre Voilà. du sens. Ça, c'est le mot de la fin, mettre du sens. C'est ça. C'est ça mon mot de fin. Bon, bah, j'étais vraiment content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, Merci à toi, Ahmed. Papillon. Et moi, pour le mot de la fin, je vais dire merci la vie. Merci la vie.